je voudrais vous saluer dans un premier temps, en vous remerciant d'être venus nombreux malgré ce temps exécrable. Et je crois que les gens qui ont une conviction ne reculent pas devant un petit sacrifice qui est bien mince par rapport à d'autres sacrifices. Je vous remercie tous, et je vais citer tout à l'heure les personnalités qui ont bien voulu se joindre à nous. Je vous salue et je vous remercie de votre présence au nom de l'association Mémoire de la résistance et du génocide des enfants juifs raflés dans les Landes, à laquelle s'associe déjà depuis de nombreuses années le MRAP, Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, le Mouvement de la paix, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et l'Association familiale laïque du Marsan. Je voudrais saluer en particulier la présence parmi nous de monsieur Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre-du-Mont, qui est face à moi, de Gilles Chauvin, conseiller municipal de la ville de Mont-de-Marsan, de Julien Paris, qui est également face à moi et qui représente le président Xavier Fortinon, président du conseil départemental. D'autres voudront peut-être se joindre à nous, on ne sait pas encore. Philippe Maillot, président du Souvenir français, qui est accompagné de porte-drapeau. Messieurs, je vous remercie d'être là. Je voudrais saluer également Cyril Delmas-Marcellet, qui est président du CPRD, et son collègue Éric Fricot, ici présent. Je voudrais remercier aussi Michel Perrier et ses collègues de la ville de Mimizan. On en parlera tout à l'heure. Vous savez qu'ils étaient là l'année dernière, mais il s'est passé quelque chose entre-temps. Alors, Michel Perrier, Gilbert Badet et Arlette Bouygues. Arlette Tapio, présidente de la Ligue de l'enseignement. Et Evelyne Brousteau, qui est représentante du DAFAL. Je voudrais également remercier pour leur contribution et leur présence la presse locale, Sud-Ouest, Radio MDM, qui a monté la cérémonie, et Média 40, notre fidèle journaliste et réalisateur qui filme toute la cérémonie, que vous pourrez voir ensuite sur les réseaux sociaux. Je voudrais présenter également des excuses. D'abord, des excuses d'élus, les maires de Binquier et de Bostins, les sénateurs et sénatrices Éric Kérouche et Monique Lubin, du député Boris Vallaud, du vice-président du conseil régional Renaud Lagrave, du conseiller régional Alain Bachet, des conseils départementaux Sylvie Péducas, Elva Belin, Damien Delavoye et Jean-Marc Lespade. Mais également du colonel Gilles Chanu, commandant la base aérienne 118, de M. Budzinski, adjoint au maire de Saint-Pierre, et nous avons le maire en personne, de Jacques Lamazouade, président de l'UDAF des Landes, de Jacqueline Salorgne, présidente de l'AFL du Marsan, et de Maurice Testemal, président de la jeunesse au plein air. Nous allons poursuivre. Là, c'est parti. Et je voudrais aussi remercier, et surtout ne pas l'oublier, la municipalité de Mont-de-Marsan, qui met toujours à notre disposition les équipements nécessaires à la tenue de cette cérémonie, et en particulier le mobilier et la sonorisation. Comme chaque année, je vous le rappelle, pour ceux qui sont les habitués de ce rassemblement, comme chaque année, cette cérémonie se déroulera en plusieurs temps, avec en premier lieu un message de notre association qui sera délivré par Robert Arté, son secrétaire. Puis suivra le fleurissement du mémorial en hommage aux enfants martyrs, après la lecture de lettres témoignages par des jeunes garçons du quartier tout proche du Péroat, dans le cadre d'une action pilotée par la politique de la ville, le MRAP. Tous ont été volontaires pour partager la mémoire des enfants martyrs. Après un moment de recueillement et la lecture de poèmes par des lycéennes du lycée Victor Duruy, mitoyens de ce mémorial, nous écouterons le chant, toujours émouvant, de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Gérard Kerforn et Paul Gerbeau concluront la cérémonie qui sera suivie d'un vin d'honneur. Pour l'heure, je vais céder la parole à Robert Arté, notre secrétaire. Mesdames, Messieurs, le devoir de mémoire s'effrite avec le temps. Et ce fut l'honneur de notre association, Mémoire de la résistance et du génocide des enfants juifs, de décider de sauver de l'oubli
les enfants arrêtés sur la ligne de démarcation ou ailleurs, puis déportés dans les camps de la mort. Rappelons encore comment on en est arrivé là. En juillet et août 1942, suite à la grande rafle du Veldiv à Paris, ce sont des centaines de Juifs cherchant à gagner la zone dite libre, celle qui n'était pas encore occupée par les Allemands, qui seront arrêtés ou raflés dans les Landes. 150 environ pour la seule gare de Mont-de-Marsan, principalement des femmes et des enfants. Ils ne savaient sûrement pas que leur sort avait été scellé dès le 20 janvier 1942 dans la banlieue de Berlin, à Wannsee, où auraient été précisées les modalités du lancement d'un programme génocidaire cohérent pour l'extermination des 11 millions de Juifs européens, solution finale décrétée par Hitler en 1941. À cette occasion, Himmler avait proclamé « Le peuple juif sera exterminé ». En juillet et jusque vers le 20 août, les Allemands refusaient de prendre les enfants juifs. Ils étaient remis aux autorités françaises avec l'adresse de familles susceptibles de les accueillir. Pas un ne sera acheminé vers ces familles d'accueil. Tout au contraire, le 17 juillet 1942, le préfet Gazagne, à propos de la petite Monine Chiolek, 3 ans, placée le 13 juillet à l'hôpital Esbazeille, s'adresse au préfet de région en ces termes. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si une intervention auprès des autorités allemandes doit être tentée en vue de permettre à ce bébé de rejoindre sa mère au camp de concentration. Ce courrier, je le rappelle, avait été extrait des archives départementales par Lucie Lespion. On connaît la suite. Ce monument devant lequel nous nous trouvons a été inauguré par Lucie et Raymond Aubrac. Pour moi, c'est le dernier déplacement que j'ai effectué et qui restera sans doute le dernier de ma vie. Je sais que j'ai trop présumé de mes forces, mais comme vous, j'ai été marqué par l'arrestation de ces enfants. J'ai été bouleversé à la lecture des faits et je me suis promise d'être présente, coûte que coûte, à la cérémonie honorant le souvenir de ces innocentes victimes, a-t-elle déclaré. Ce monument a été également conçu pour alerter les jeunes générations sur le terrible danger que représente le racisme et l'antisémitisme porté à paroxysme. Et cette démarche insistante qui est la nôtre est d'autant plus justifiée que dans ces temps troublés de crise morale, sociale et politique, où ressurgissent tous les prétextes à manifester haine et opprobre à l'égard de ceux qui sont différents de par leur couleur de peau, ou de par de leur culture, ou encore de leurs croyances, ou qui viennent d'ailleurs, chassés par la guerre ou la misère, notre vigilance ne doit pas se relâcher. Car, répétons-le, l'antisémitisme et le racisme, point de départ du génocide des Juifs et des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas éteints. L'actualité quasi quotidienne est là pour nous le rappeler. Le régime nazi avait fait une obsession pour mieux en faire accepter l'honneur et la barbarie. Lors des dernières élections, les Françaises et les Français qui ont apporté leur voix à l'extrême droite ont manifestement oublié l'histoire de France et de ce qui se passe actuellement dans les pays européens qui l'ont mis au pouvoir. En Hongrie, par exemple, c'est le tristement célèbre Adolf Eichmann qui s'est occupé de la déportation des enfants des Juifs à Auschwitz. Les organisations qui ont appelé à ce rassemblement d'aujourd'hui ont clairement conscience que le combat contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie n'est jamais terminé et qu'il nous faut, les uns comme les autres,
le poursuivre. C'est tout le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement un moment de recueillement en souvenir des petites victimes de la barbarie nazie. C'est l'occasion pour nous tous de renouveler notre engagement personnel à être vigilants, à ne pas laisser le racisme s'installer insidieusement dans les pores de notre société. Au-delà de ce monument, notre association a profité du soutien actif du Centre pédagogique de la résistance et de la déportation. Celui-ci a complété nos recherches sur les enfants juifs et a découvert de nouvelles victimes, parmi lesquelles la petite Arlette Fari, réfugiée à Mimizan avec sa mère, qui a fini ses jours à Auschwitz alors qu'elle n'avait que 12 ans. Notre association s'est associée à la municipalité de Mimizan pour la pose d'une plaque commémorative sur un mur de l'ancienne école de la plage où elle fut scolarisée. La cérémonie s'est déroulée le 24 juin dernier. Je ne peux, pour terminer, m'empêcher de revenir à nos martyrs. Et je citerai comme souvent ces mots de Simone Veil, une autre grande combattante contre les crimes de la Shoah. Pour rendre à chaque déporté une parcelle de son identité, il faut commencer par lui rendre son nom. Faire ressurgir ces noms de l'oubli est le premier pas vers l'exhumation de toutes ces trajectoires de vie. Redonner son nom et son prénom à des enfants déportés, c'est leur conférer la sépulture qu'ils n'ont pas eue. Paix à leurs cendres à toutes et à tous, là-bas, à Auschwitz ou à Sobibor. Merci Robert. Je voudrais vous convier maintenant à fleurir le mémorial, vous rapprocher et vous recueillir devant celui-ci. Je vous indique que ceux qui n'ont pas pu apporter un bouquet de fleurs peuvent se saisir d'une rose que Martine est en train de distribuer. Donc je vous convie à vous rapprocher et à déposer vos bouquets et vos fleurs. Moi, j'étais très oui, c'est ça.
Je vais demander maintenant à Mohamed, Naoufal, Ilyes et Evelyne de se rapprocher de moi pour donner lecture de messages, de textes. J'insiste auprès de ce que les enfants. Arrêtez-vous les enfants. Alors, ces enfants et ces adultes vont lire les lettres que nous reprenons chaque année, mais sur leur signification et leur moment d'émotion. Les lettres de Georges Gelman, de Jeannette Griff, de Rachel Formansky, d'Albert Simkovitch, ainsi que les témoignages de la marquise de Guilloté et de Nicole Grimbert. En premier lieu, la lettre de Georges Gelman, âgé de 10 ans à l'époque. Il est arrêté en gare de Dax en juillet 1942 par la police française aux ordres du préfet de Vichy. Il sera libéré par les Allemands qui ne voulaient pas alors que les enfants accompagnent leurs parents dans la déportation. Il aura la vie sauve grâce à un professeur de Dax, Paul Kougouille, qui le fera passer en zone libre. La mère et le père de Georges Gelman mourront assassinés à Auschwitz. Mohamed, tu veux bien venir s'il te plaît ? Dax, le 17 juillet 1942. Ma chère tante, je t'écris en ce moment pour te prévenir qu'on est venu chercher maman pour l'amener dans un camp de concentration pour travailler. J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes et mon cœur est fondu. On m'a arraché de ma maman après avoir passé la nuit dans la prison allemande. On était 10 et 2 enfants ce matin. Elle est partie à Mérignac avec d'autres juifs où l'on va les concentrer, puis ils vont partir en Allemagne. Tu m'écriras à cette adresse, Monsieur Paul, Bougouille, Villa Marcel, boulevard Claude Lorrain. Je vous. Merci Mohamed. La seconde lettre est celle de Jeanne Griff, 9 ans, rappelée le 18 août à Mont-de-Marsan. Elle a griffonné un ultime et bouleversant message à l'intention de sa tante et de ses parents. Ce message sera lancé du wagon qui l'emporte vers l'horreur d'Auschwitz et qui part très exactement le 7 septembre 1942. Il y a donc 82 ans, du camp de Drancy. Le 9 septembre, Jeannette, son frère et ses sœurs, sa mère et d'autres de ses parents seront exterminés à Auschwitz. Naoufal, vous voulez te rapprocher ? Cher Tom, je peux te dire qu'on nous a déportés de Drancy lundi et je ne sais pas où on nous va nous conduire. Si tu nous voyais, tu ne nous reconnaîtrais pas. On est mort. Cher Tom, si tu reçois une lettre de papa, écris le malheur de nous et je ne sais pas si on se reverra encore. Cher Tom, tu seras très gentil d'envoyer cette petite lettre à papa. Papa, on te dit un bonjour pour tous, un bonjour de nous tous et merci pour tout. Merci Naoufal. Le troisième texte est celui de Rachel Formansky. C'est la traduction d'une lettre de sa mère à des parents. La famille est arrêtée le 7 août 1942 en gare de Mont-de-Marsan. Nés à Varsovie, ils sont les premiers à emprunter le funeste trajet qui conduit vers la mort. Mérignac, Drancy, Auschwitz. Adem, Rachel Formansky, chère Esther et cher Charles, nous avons été arrêtés, maman, Maurice et moi, à Mont-de-Marsan, à la descente du train le 7 août 1942. Nous sommes à la prison de Mont-de-Marsan. Les enfants ont été séparés et sont à l'hôpital. Nous partons, mais les enfants restent.
Ne vous écrivez pas ici car nous partons, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous vous embrassons très fort. Merci Adam. La quatrième lettre d'Albert Simkovitch, qui a 13 ans, est détenu dans le camp de Pithiviers dans le Loiret, près d'Orléans. Il décrit le 18 août la déportation de ses parents et lui-même est déporté le 26 août vers Auschwitz où il sera assassiné. Ilyes. Cher petit ange, bien-aimé, je t'ai déjà écrit plusieurs fois que le 19 août 1942, on nous a emmenés à Pithiviers. 2 semaines après, il y a eu un départ dans lequel on a pris notre cher papa. 2 jours après, c'était le tour de notre mère bien-aimée. Oh, quelle a été courageuse maman. Elle s'est forcée à retenir ses larmes. Mais malgré cela, elle avait l'air abattue. Triste, elle m'a dit, mon cher fils, promets-moi que tu ne feras pas toute la journée que de t'occuper d'Annette, d'être son père, sa mère, son grand frère. Je suis sûre que je mourrai en route. Je ne sais pas où on les a conduits. Il paraît que c'est à Metz, ou en Pologne, ou encore en Russie occupée. Merci Ilyes. La 5e et dernière lettre est un témoignage de la martyse de Guy Houtet, qui s'est occupé de la petite Nicole Grimbert lorsque la maman a été internée au camp de Mérignac. Ce témoignage est celui d'une lettre de la maman à la marquise et à sa grand-mère. Nicole, recueillie par sa grand-mère, survivra. Sa mère et sa grande sœur seront déportées et mourront à Auschwitz. Evelyne. Le témoignage de la marquise de Guilloté. Une femme juive a été prise avec son enfant de 2 ans. On a pris l'enfant et l'a placé à l'hôpital, avec défense de la laisser voir sa mère. La mère est condamnée à 3 mois de prison et puis au camp de concentration. Elle ignore encore cette dernière mesure. Elle pleure sans cesse et est malade de désespoir de sa séparation avec l'enfant. Je suis intervenue, mais vu qu'elle est juive, rien à faire. Cependant, je vais voir l'enfant souvent et suis autorisée à en donner des nouvelles à sa mère. Son chagrin est terrible à voir, mais du moins, c'est elle que l'enfant est en sûreté. Lettre de Jeanne Grimbert à sa maman, donc à la grand-mère de Nicole. J'attends votre lettre pour savoir quoi faire avec Nicole. Pauvre petite adorée, je n'ai pas encore revu. Il paraît qu'elle a très bonne mine et s'amuse avec d'autres enfants. On lui a remis la poupée et les oranges, ainsi que les bonbons. J'aimerais tant la savoir avec vous. Irène pourrait venir la chercher. Je serai heureuse lorsque la petite Nicole sera auprès de vous. Dites-lui bien, ma petite chérie, que je suis contente que ce soit moi qui soit arrêtée et pas elle. À son âge, je serai trop triste. Bonne petite, qu'elle soit courageuse et patiente. J'ai hâte d'avoir de ses nouvelles et savoir comment elle est, ma bonne petite adorée. C'est fou ce que j'ai souffert de cette séparation. À présent qu'elle sera auprès de vous, cela ira mieux. Embrassez mon cher trésor pour sa maman. Peux-tu, ma petite maman, faire photographier ma petite chérie et me l'envoyer? Que pensez-vous faire avec ma petite Nicole? Ne la quittez surtout pas. Qu'elle soit toujours en sécurité. Nous sommes au camp de concentration de Mérignac. Soyez courageux. Merci Evelyne. Je vais maintenant donner la parole à Gérard Kerford, notre président de l'association, pour procéder à la lecture des noms des victimes, précédé du rappel que ces noms sont ceux de la stèle initiale, plus ceux découverts par nous et le CPRD, Centre pédagogique pour la résistance et la déportation. Monique Siollec, 3 ans. Bernard Edelstein, 7 ans. Victor Excel,
17 ans. Arlette Fary, 11 ans. Manfred Liechtenstein, 15 ans et demi. Paul Friesman, 17 ans et demi. Ida Furmanski, 15 ans et demi. Adolphe Furmanski, 6 ans et demi. Bernard Furmanski, 10 ans. Esther Furmanski, 15 ans et demi. Jeannette Griff, 9 ans. Léon Griff, 1 an et demi. Maurice Griff, 6 ans et demi. Simon Griff, 4 ans et demi. Hélène Guter, 7 ans et demi. Annie Judelson, 10 mois. Isaac Judelson, 7 ans et demi. Pauline Judelson, 11 ans et demi. Léi Buscac, 16 ans et demi. Rachel Leibovici, 15 ans. Maurice Leikowitz, 11 ans. Robert Melendez, 10 ans et demi. Charles Melendez, 16 ans et demi. Charlotte Messer, 11 ans et demi. Max Messer, 6 ans. Jacqueline Moscovitch, 4 ans. Gérard Nash, 11 ans, 16 ans et demi. Myriam Neuburger, 14 ans. Daniel Prince, 15 ans et demi. Anna Salzman, 16 ans. Anna Spector, 17 ans et demi. André Stadler, 2 ans. Arlette Stadler, 6 mois. Salomon Svart, 3 ans et demi. Gérard Hulmeau, Jacques Hulmeau, pardon, 2 ans et demi. Léa Zavidovitch, 13 ans et demi. Rachel Zavidovitch, 12 ans et demi. Et Simon Zlotobroda, 15 ans et demi. Tous disparus à Auschwitz, excepté Rachel Leibovici à Sobibor et Jacques Hulmeau, assassiné avant sa déportation, très probablement dans la région de Bourg-de-Berkos, où ses restes sans doute sont sous les pas des promeneurs dans la forêt landaise. Tous victimes du racisme, de l'antisémitisme et de la barbarie nazie. Merci Gérard. En ce moment particulier, je voudrais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence. En mémoire de ces enfants dont nous venons d'épeler les noms et dont vous avez les visages, 19 d'entre eux, affichés là sur ces grilles, à ma gauche en tout cas, et à votre droite. Je vous remercie. Je vais demander maintenant à Amy et Béatrice
derrière moi, lycéenne du lycée Victor Duruy tout à côté, de venir lire les poèmes de Moshe Schustein, déporté d'Auschwitz, et de Primo Levi, rescapé du même camp de la mort. Bonsoir à tous. Je vais vous lire Une poupée à Auschwitz de Moshe Schustein, écrit en 1944. Sur un tas de cendres humaines, une poupée est assise. C'est l'unique reliquat, l'unique trace de vie. Toute seule, elle est assise, orpheline de l'enfant qui l'aima de toute son âme. Elle est assise comme autrefois elle l'était parmi ses jouets, auprès du lit de l'enfant, sur une petite table. Elle reste assise ainsi, sa crinoline défaite, avec ses grands yeux, comme en ont toutes les poupées du monde, qui, du haut du tas de cendres, ont un regard étonné, et regardent, comme font toutes les poupées du monde. Pourtant, tout est différent. Leur étonnement diffère de celui qu'ont dans les yeux toutes les poupées du monde. Un étrange étonnement qui n'appartient qu'à eux seuls. Car les yeux de la poupée sont l'unique Père Dieu qui de temps étant Dieu subsiste encore en ce lieu. Les seuls qui aient ressurgi de ce tas de cendres humaines, seuls sont demeurés des yeux, les yeux de cette poupée, qui nous contemple à présent, vue éteinte sous la cendre, et jusqu'à ce qu'il nous soit terriblement difficile de la regarder dans les yeux. Dans ses mains, il y a peu, l'enfant tenait la poupée. Dans ses bras, il y a peu, la mère portait l'enfant. La mère tenait l'enfant comme l'enfant la poupée, et se donnant tous les trois, c'est à trois qu'ils succombèrent, dans une chambre de mort, dans son enfer étouffant. La mère, l'enfant, la poupée. La poupée, l'enfant, la mère. Parce qu'elle était poupée, la poupée eut de la chance. Quel bonheur d'être poupée et de n'être pas enfant. Comme elle y était entrée, elle est sortie de la chambre. Mais l'enfant n'était plus là pour la serrer contre lui. Comme pour serrer l'enfant, il n'y avait plus de mère. Alors elle est restée là, juchée sur un tas de cendres. Et l'on dirait qu'alentour elle scrute, et qu'elle cherche les mains, les petites mains qui voient si peu la tenaient. De la chambre de la mort, la poupée est ressortie, entière avec sa forme et avec son ossature. Ressortie avec sa robe et avec ses tresses blondes. Et avec ses grands yeux bleus, qui, tout plein d'étonnement, nous regardent dans les yeux. Nous regardent, nous regardent. Bonsoir à tous, je vais vous lire Si c'est un homme de Primo Levi. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages à nous. Considérez, si c'est un homme, que celui qui plaine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces paroles dans votre cœur, pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, pour que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Primo Levi, 1947. Merci Béatrice. Maintenant, écoutons une fois encore, en nous recueillant et avec beaucoup d'émotion, la chanson du regretté Jean Ferrat, lui aussi fils de déporté, lui et brouillard, en allemand, Nacht und Nebel. Ce nom donné par les nazis aux déportés des camps de la mort. Ces initiales NN qu'ils portaient sur leurs vêtements, qui voulaient ainsi signifier l'oubli que leurs bourreaux voulaient jeter sur leur terrible sort. À ce propos, je voudrais vous lire la lettre que Jean Ferrat a écrite aux élèves d'une école primaire de Cluny en Saône-et-Loire, en 1994, dont l'esprit continuera de nous guider lors des séances de sensibilisation que nous menons avec le CPRD
à destination des élèves des écoles, des collèges et des lycées de l'agglomération de Mont-de-Marsan et du département des Landes. Je cite Jean Ferrat. Vous me demandez à qui je destinais cette chanson. Mais à vous seulement. D'ailleurs, je l'écris très précisément à la fin. Et pourquoi, me direz-vous? Avez-vous pensé aux générations futures? Simplement pour qu'au-delà de la chanson, par souci et désir d'apprendre la vérité sur ce qui s'est passé, que vous soyez totalement informés et convaincus de la nocivité totale du nazisme, prêts à le combattre si jamais il tentait de renaître de ses cendres. Voilà donc, chers enfants, quelle a été ma motivation profonde. Mais il y a plus. Mon père a été arrêté, déporté et est mort au camp de concentration d'Auschwitz. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots, s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. En cette fin de cérémonie, et pour conclure, je vais donner la parole à Gérard Carfan, notre président, et à Paul Gerbeau, membre du bureau de l'association. Mesdames, Messieurs, les noms des enfants présents sur cette stèle devant vous ont été sortis de l'oubli par le dévouement et les recherches de membres de notre association. Depuis la cérémonie de l'an dernier, deux acteurs essentiels de ce travail de mémoire nous ont quittés. Lucie Despiau, disparue cette année, a mené un travail de recherche essentiel.
Elle a consulté des milliers de pages dans les archives départementales, les a recopiées minutieusement à la main dans plusieurs dizaines d'épais volumes mis au service de notre association. Elle a ainsi permis d'exhumer de l'oubli les noms de tous les enfants et jeunes juifs concernés par cette cérémonie. André Curculos, président de l'association disparue cette année, ce mois de juillet, a alors complété les recherches initiales de Lucie par de multiples démarches auprès de Serge Klarsfeld, le mémorial de la Shoah et divers acteurs ou organisations du travail de mémoire. Il a impulsé la création de cette stèle, fournissant même les pierres qui portent le nom des enfants. Il a alors reçu l'appui de lycéens du lycée Victor Duruy et de leurs professeurs pour concevoir la forme de ce monument. Sans Lucie, sans André, épaulé par d'autres membres du bureau d'origine, qui sont là, ici, Robert Arté et Jean-Claude Dupouille, ces enfants dont nous avons rappelé les noms seraient restés enfermés dans les diverses archives. Il convenait, après leur disparition, toute récente, de rendre hommage à ces deux passeurs de mémoire, dans une époque où celle-ci, trop souvent, s'étiole. Nous poursuivrons leur action en essayant d'être à la hauteur de leurs convictions et de leur dévouement. Vu les circonstances, je vais abréger la conclusion, simplement pour vous remercier de votre présence, vous informer que l'association tiendra son assemblée générale le jeudi 17 octobre à la salle du Petit Bonheur. Et je vous invite à ce qu'on se retrouve sous l'auvent de l'auberge hollandaise pour prendre le verre de l'amitié. Merci encore de votre présence. Donc il suffit de vous diriger là-bas au fond à l'auberge hollandaise pour ceux qui connaissent.